c'est plus torturé, que moi, je suis d'accord avec toi, ça va résonner de cette manière-là. Et où, quand je lis Naruto, je vois bien les traumas qui me sont posés, ceux que le héros doit dépasser. Mais alors, par contre, émotionnellement, ça fonctionne pas pour moi, tu vois. Il y a un truc. Alors que et My Hero, ça marche, tu vois. Enfin, dans My Hero, ouais. Savoir à quel. Tu sens que, voilà, selon les. Je sais pas si ça dépend des auteurs. Alors, moi, je pense que ça dépend beaucoup des gens. Ouais. Tout simplement parce que. Alors, c'était la réflexion que je m'étais faite. Parce qu'on ne réagit pas forcément tous aux mêmes scènes. Case Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde, Hello. bonjour Wallo, Salut. bonjour Flavien. Salut Saé, salut Colai, salut Flavien. Ah bah oui, mais t'as déjà spoilé, j'allais dire un peu plus tard, quand on était avec un invité cette fois. Bon, nous sommes au attendez, je retourne me cacher tout de suite. Non, on enchaîne. Nous sommes au Coke Coco Karaoké pour un premier enregistrement dans un lieu qui n'est pas chez Flavien ou chez nous. Et c'est où le Coquet Coco d'ailleurs? C'est dans Paris, c'est à Opéra, rue Sainte-Anne, j'ai plus le numéro. Pas très loin du métro Pyramide. Voilà. Est-ce que tu veux décrire un petit peu l'endroit, là maintenant où on enregistre, parce que c'est très sympa. On est au 41 rue Sainte-Anne, pour être exact. Et nous, on a choisi la salle Yatai, qui est un peu le petit boui-boui japonais, avec une table en bois. Et on est top, là, on est bien installé. On est un peu. Alors moi, j'ai demandé à Saïd si c'était tradition japonaise que les tables soient penchées. Et a priori, non, les gars, c'est peut-être foiré au niveau des niveaux. Mais bon, on va pas le dire. Ceci est un point de détail. Mais bon, ça a son côté atypique. C'est rattrapé par les lampions c'est une et salle tout. Voilà. Très très sympa. On a même visité les autres. Alors, si vous les avez que vus sur Internet, voilà. Passez quand même une fois de temps en temps parce qu'elles valent vraiment le coup. 30 salles, 30 ambiances. Bon, peut-être pas 30, mais pas loin. Surtout la Yamanote. Oui, vous pouvez voir plein de photos sur leur page Insta. Et du coup, on va pas faire une émission sur le karaoké, mais sur le shonen. On a beaucoup d'émissions qui parlent de shonen quand même, mais là, on va plutôt parler de est-ce qu'il est possible de vivre comme un héros de shonen manga? Et on accueille comme invité Kola Tran parce qu'il a vachement réfléchi à la question pour écrire son livre Agir et penser comme Son Goku. Bonjour Kola. Hello, merci beaucoup, je suis super content d'être là. Je suis aussi très intimidé. Parce que d'habitude, quand je vais parler du livre quelque part, soit c'est des gens qui s'y connaissent vachement bien en développement personnel, soit qui s'y connaissent vachement bien en manga, mais pas les deux en même temps. Donc chez vous, j'ai pas d'échappatoire. Je suis super stressé de ce que je vais faire. Ouais, mais non, ça va être fun. Il n'y a pas de piège, nous. On va te hacher menu. C'est clair. Voilà, t'as les deux discours. Tu verras qui dit la vérité. En style gilet de contour, là. La première lame tire le manga et la deuxième coupe le développement personnel. Tu peux pas te défiler, mec. C'est essayé maintenant. Ouais, en tout cas, moi, je pense que c'est top de t'avoir dans cette émission parce que on est jusqu'à présent, les invités qu'on a eus, c'était beaucoup plutôt des thérapeutes, mais qui s'intéressent au manga. Et puis après, on a fait pas mal d'émissions tous les trois. Et puis là, c'est la première fois qu'on accueille un invité qui peut parler et de manga et de développement personnel. Et du coup, je pense que ça va faire une chouette discussion. Et donc, je rappelle aussi le principe de l'émission, c'est de discuter de thématiques de développement personnel en s'inspirant d'exemples issus des mangas et des animés, ainsi que de notre expérience personnelle. On ne cherche pas à imposer ou à qui que ce soit nos points de vue ou nos croyances. C'est vraiment l'idée, c'est d'échanger, de partager. Et puis, voilà, nous ne sommes pas dogmatiques. Exactement. Si on l'est, peut-être, on se le rappelle entre nous, mais voilà, c'est pas le but du jeu, quoi. Voilà. Autre petit rappel, donc sur la thématique d'aujourd'hui, donc on va parler de est-ce qu'il est possible de vivre comme un héros de shonen manga. Donc qu'est-ce que c'est un shonen manga? Tout le monde se dit on sait ce que c'est. On rappelle quand même que c'est une segmentation marketing qui désigne des mangas qui ont été créés pour un public plutôt masculin, plutôt ado, même si ce public a tendance à se diversifier, à s'élargir. Il y a plus de filles qui lisent des mangas, des shonen mangas, et aussi sur une tranche d'âge plus large avec le temps. Voilà. C'est un style de marketing au Japon. Exactement, Ouais, exactement. Qui parfois en France a été reprise par les éditeurs français en faisant des catégorisations un peu thématiques, tout ça, mais il y a un décalage aussi par rapport à ça. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un point de repère marketing
ce qui sert surtout à classer, quoi. Mais aussi, ça a quand même pour conséquence que beaucoup de héros de shonen manga sont des garçons. Et oui. Et récemment, on a eu ma The petite Emma de The Promised Ouais, on a eu Neverland, The ma Promised chouchou. Neverland. On a aussi, maintenant aussi avec le manga sur le Rakugo. J'ai plus le terme, voilà. À chaque fois, je cherche un titre. Le Rakugo, la vie Non, c'est pas ça Rakugo ou la vie. Je vais le trouver. Voilà. J'avais un exemple, mais je ne le trouve plus comme par hasard quand à chaque fois ça veut arriver. C'est une héroïne et c'est Akane Banashi. Sur Akane Banashi, c'est sur Rakugo. D'accord, et moi, c'est j'ai pas lu. c'est aussi une héroïne. Et t'en as aussi d'autres qui arrivent de plus en plus avec des héroïnes aussi. Mais ça, c'est très chouette. D'ailleurs, j'en profite pour juste partager une anecdote personnelle. Moi, même quand j'étais petite, je me suis identifiée à des héros de shonen manga sans me dire, comme c'est un garçon, je peux pas j'ai pas le droit de m'identifier en fait. J'ai joué à Olive et Tom quand j'étais en CE1. J'étais Olivier dans la cour d'école. Donc, par exemple. Et je trouve que quand on est enfant, on fait peut-être moins la distinction. Ou quasiment ça dépend pas. des enfants, mais J'avoue, moi je faisais prisme lunaire quand j'étais petit. Ouais, c'est clair. On avait tous un truc, c'est prisme lunaire. Mais il pouvait y avoir quelqu'un pour te dire ah mais t'es un garçon, qu'est-ce que tu fais à faire prisme lunaire, tout ça. Ah oui, prisme lunaire. Ouais, ouais. C'est Ouh. leur moment. Non, tu Oui, peux oui. avoir dans les deux sens. Je pense malheureusement d'avoir des gens qui sont un peu à vouloir te mettre dans les cases d'identifier des personnages du même genre que toi ou non. ouais, bon, ça, c'est les gens qui veulent te casser ton fun. Et c'est triste plus pour eux que pour toi. L'essentiel, c'est de rester dans le fun. Et je me permets un dernier petit rappel aussi, c'est que, bon, là, on va comparer la vie, la vraie vie, et les shonen, mais bien sûr, dans les shonen, ça parle que des moments clés de la vie d'un personnage, et donc, on peut imaginer que ce personnage a aussi des moments un peu plus calmes dans sa vie, mais qui ne sont pas traités dans le manga, parce que c'est C'est de pas moins très vendre. accrocheur. Voilà, ça fait moins vendre. Voilà. Donc voilà, ceci étant dit, alors moi j'ai la chance d'avoir discuté avec des gens de chez Shonen Jump, toujours dans le cadre du concours manga du Magic, et on a parlé de création de Shonen manga puisque j'accompagnais les gagnants du concours qui venaient présenter leurs œuvres. Et également, en fait, dans le cadre de la finale, on reçoit les commentaires du jury. Et c'est très riche d'enseignements. Et donc, j'ai appris à travers ça que le héros de shonen, de base, il a 2 caractéristiques. La première, c'est que ça doit être quelqu'un qui s'attire la sympathie du lecteur. Donc, le truc de base, ton personnage, il doit être sympa. Et chez Shonen Jump, en tout cas. Et le lecteur doit se dire c'est un chouette perso, j'ai envie. C'est la personne que tu as envie d'avoir comme pote. En fait. Comme pote, ouais. Première caractéristique. Donc, et la deuxième, alors c'est pas une caractéristique de caractère, mais c'est un personnage qui doit avoir un objectif très précis et qui doit annoncer cet objectif dès le début de l'histoire pour donner un peu une direction, un cap à l'histoire et à sa quête. Et donc, on est beaucoup dans une quête, finalement, on peut appeler ça une quête initiatique, puisqu'il va y avoir des choses qui vont l'empêcher d'avancer vers son objectif. Mais ce sont 2 caractéristiques qui sont vraiment les bases de la création même du shonen manga. Et donc, j'aimerais qu'on se pose la question de quel type de personnalité attire la sympathie du lecteur. Je pense que tu as pas mal développé cette thématique, cette réflexion dans ton bouquin, Cola. Pour toi, c'est quoi les caractéristiques du caractère du personnage? Alors, c'est un peu difficile de donner une règle générale pour tous les héros, ne serait-ce que les héros issus du Shonen Jump. Donc, en l'occurrence, sur le bouquin, je me suis penché sur le personnage de Son Goku. Moi, alors, ce que je trouve marrant par rapport à ta définition, c'est que il y a
au niveau de sa personnalité, je pense que ça marche très bien. C'est ce qu'on remarque tout de suite, c'est l'innocence du personnage. Ouais. La candeur, peut-être. Ouais. Qui va aussi avec une espièglerie. Mhm. Son Goku, il se marre bien, il est dans la forêt, il pêche des poissons géants en servant de sa queue. Enfin voilà, c'est un peu les premiers trucs qu'on voit de lui et je pense que ça fonctionne immédiatement. Sa candeur aussi, voire même sa naïveté ou sa méconnaissance de certaines choses, puisque le premier personnage avec lequel il va interagir, j'allais dire c'est Bulma, mais c'est la voiture de Bulma qui va considérer comme un monstre de fer et qui veut lui piquer son déjeuner et il va se mettre à vouloir taper la bagnole avant de comprendre ce qui se passe. Donc ça, pour Son Goku, c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, voilà, innocence, candeur. Et puis une fois qu'on dépasse ça aussi, curiosité. C'est que chez Goku, il y a beaucoup de curiosité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de personnages, je pense. Après, là où je vais contredire peut-être un peu par rapport à ta définition, c'est que on est là pour ça. Hein. Au niveau de l'objectif, si on relit le début de Dragon Ball, je trouve que c'est pas clair. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'objectif, c'est Bulma qui l'a, c'est pas Goku. Et Goku, il se fait un peu embarquer dans l'histoire, genre bah, ok, tu vas aller chercher des boules bizarres. Bon, moi, c'est pas que je m'emmerde dans ma forêt, mais presque. Bah, vas-y, let's go, on y va, quoi. Ouais, c'est vrai. Et bah, du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, ces histoires d'objectifs, tu vois, cette espèce de charte, on va dire, du Shonen Jump, c'est des infos que j'ai eues récemment. C'est-à-dire que le premier séjour dans le cadre de ce concours, c'était, je crois, en 2018. Donc, c'est des infos que j'ai eues dans ces eaux-là. Et Dragon Ball, ça date de vachement avant. Dans les années 80. Il y avait un livre qui était sorti à l'époque chez Kurokawa qui disait les 50 secrets du Shonen Jump, avec un éditeur, un ancien éditeur, je n'ai plus le nom, et qui disait les secrets, pourquoi Dragon Ball avait fonctionné, Senseiya avait fonctionné, Hokuto no Ken aussi avait fonctionné. Et dedans, en fait, dans Dragon Ball, il n'y avait pas forcément d'objectif. C'était juste, on va juste... La sympathie, la naïveté fera le reste sur le public. Et l'aventure, c'est l'appel à l'aventure qui prédominera. Sur Senseiya, c'est pareil. C'est l'appel à l'aventure, totalement. C'est que, pareil pour Seiya, il arrive, lui, il n'est pas... sa mission, c'est quelqu'un qui lui la donne. Quoi. Sur Hokuto no Ken, c'est pareil. Et en fait, à l'époque, quand il y avait... ça avait un peu changé, c'était que l'appel à l'aventure vient forcément de quelqu'un, parce que dans l'état où on est, l'aventure ne vient pas forcément à nous. C'est une personne qui doit la ramener. Et ça, c'était un des schémas qu'ils avaient travaillé dans le Shonen Jump et qui ont créé le pas maintenant à ce qui est devenu le héros a un chemin devant lui. Ouais, mais c'est super intéressant parce que dans un cadre, en fait, le héros est dans l'accueil d'une information extérieure qui va l'inspirer, en fait, ou qui va provoquer chez lui une envie de partir à l'aventure, de devenir plus fort, de sauver quelqu'un. Alors que dans les œuvres plus récentes, même s'il y a quelque chose qui va débloquer cette envie, c'est quelque chose j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus intérieur, en fait. Bon, voilà. Par exemple, si on reprend dans un truc un peu plus... ce qui va débloquer l'envie, dans un truc beaucoup, beaucoup plus récent. Si on prend dans Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, on est sur un contre-exemple parfait d'ailleurs, où l'appel à l'aventure, c'est pas le héros qu'il a, c'est qu'il est arrivé aussi, quoi. De toute façon, le mec qui a écrit Jujutsu Kaisen, il est fan de Hunter x Hunter, donc c'est pareil. Si l'appel à l'aventure de Hunter, il se fait après, quoi. Et par contre, pour reprendre dans les gros exemples, tu prends Naruto. Tu vois, c'est je veux devenir Hokage, Luffy, je serai le roi des pirates. Tu vois, enfin, ça vient d'eux. Ça vient d'eux, complètement. Ouais. À Bleach, l'appel à l'aventure vient de Rukia. Oui, ouais. Donc tu peux avoir les deux, quoi. Mais en tout cas, donc il y a un fort driver pour partir à l'aventure, pour s'améliorer ou pour obtenir quelque chose. Et pour revenir donc à la personnalité utilisée pour un héros de manga, enfin de shonen manga. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a la candeur, c'est assez fort. Je trouve qu'on le retrouve chez beaucoup. Une espèce de
au-delà de la candeur, c'est peut-être une absence de peur ou de préjugés. Je crois que tu te parles de l'absence de préjugés d'ailleurs, et c'est assez large parce que le personnage va pas avoir des sortes de pensées parasites disant tout de suite ah bah non, c'est pas possible. En fait, c'est comme si tout était possible pour lui. Ah bah tiens, je veux devenir roi des pirates. Bah oui, c'est possible. Il y a pas tout de suite de pensée interne qui se dit ah mais non, il se prend pas la tête en fait. Mais justement, envers et contre tous, le plus souvent. C'est-à-dire qu'on va dire que bah non, ton rêve est impossible, ton objectif est impossible. C'est alors toute l'histoire de beaucoup de shonen manga, c'est de dire ce personnage finalement n'est pas dans le déni, c'est lui qui était dans le vrai, mais on le saura à la fin s'il parvient à son objectif. Voilà, et c'est quelque part le monde entier, à l'exception des quelques personnes qui vont le soutenir et l'accompagner dans son parcours, qui était dans le faux, qui était dans l'erreur. Donc il y a de ça. Pour revenir sur, tu parlais de la candeur, je pense que ça sert deux choses. Déjà, un procédé narratif dans les mangas qui est très utile, puisque tu as un personnage candide, ça va aussi te permettre, pour exposer les règles de ton univers, même s'il y a de la géopolitique, des choses un petit peu fournies qu'il faut exposer, avoir un personnage candide qui n'a pas ces connaissances-là, ça va permettre d'avoir un tiers personnage qui va venir lui expliquer tout ça, et donc expliquer au lecteur, lectrice. Et puis d'autre part, je pense que pour en revenir à l'idée des caractéristiques qui génèrent de l'attachement, tu as ce truc de la candeur, c'est l'enfance, et tu as généralement des personnages qui sont enfants ou au sortir de l'adolescence. Beaucoup, je sais pas, souvent les héros de shonen, c'est quoi? C'est 10, 12, 13, ça commence par là pour les jeunes garçons que tu vois. Et donc, il y a ce truc de se dire, c'est encore une caractéristique d'innocence qui fait que je vais m'attacher à ça. Parce qu'évidemment, avoir un enfant qui généralement en plus a un talent incroyable, c'est aussi ce décalage-là qui va faire qu'il nous est sympathique. Ah, dis donc, il est tout petit, mais il sait déjà faire tout ça, il est trop fort, ou il est trop gentil, ou je sais pas, insérez ce que vous voulez, quoi. Moi, c'est exactement ça. Par exemple, puisqu'on prend le cas de Dragon Ball sur lequel tu as travaillé. Donc, ce que tu as annoncé, ça y est, ce que tu as soutenu, Cola. Moi, quand j'ai vu DB, la première fois que j'ai vu Goku, là où je me suis projeté, ou plutôt, je dirais, reconnu, c'est dans la crédulité. Parce que c'est à mon avantage ou désavantage, une de mes caractéristiques principales, c'est que j'ai tendance d'abord à croire ce qu'on me raconte. Donc ça amusait, ou ceux qui s'en rendaient compte quand j'étais plus jeune s'en servaient pour tiens, il y a ça, moi je vais d'abord te croire parce que j'ai pas de raison, c'est pas que je vois pas le mal, mais j'ai pas de raison de me dire, j'ai pas de raison de me méfier. Ça peut venir après, mais en même temps, c'est ce qui m'a ouvert les portes à des mondes que j'ai explorés, juste parce que tiens, ok, quand j'ai vu DB, est-ce que c'est possible de faire un Kamehameha? Alors on va dire oui, tu vois, c'est un dessin animé. Et si c'était possible en vrai? C'est ma posture de départ. Et donc, alors je sais pas comment. Alors j'ai bien sûr, comme beaucoup, j'ai joint mes mains, machin. Il y avait pas de projection de lumière, mais juste le truc de. Et si, pour l'instant, je savais pas comment c'était possible de le faire, mais ça existait vraiment. Et donc moi, c'est la caractéristique que j'aime beaucoup, en tout cas chez ce personnage, parce qu'à contrario, en général, je préfère les seconds personnages, ou ce qu'on appelle les sidekicks dans le vocabulaire anglo-saxon, où des ambiguïtés sont plus développées. Mais curieusement, chez Goku, c'est l'un de mes rares persos ou héros principaux préférés, à cause de ça, justement, ce côté crédule où, voilà, je sais pas, mais j'y vais. Et moi, j'avoue que quand la première fois que j'ai vu Goku, l'adhésion elle était quasi immédiate à cause de ce trait de caractère qu'on pouvait me reprocher quand on est gamin ou même adulte encore. Non, mais tu crois à des trucs, ok, non, mais en fait j'ai exploré et c'est possible. Ah bon? C'est l'enfant qui s'amuse. C'est l'enfant qui s'amuse, qui va voir plein de trucs. On parlait de curiosité tout à l'heure. C'est que rien ne lui fait peur, ou s'il lui fait peur, il va aller voir pourquoi ça lui fait peur. Il va explorer pour dire en fait ce truc là je suis peut-être pas à l'aise et tout, mais tiens, c'est pas je vais affronter ma peur, c'est je veux aller voir petit à petit ce qui se passe. Ok, je peux y aller, tiens, ça marche, c'est bon. Et j'avoue que sur Goku, avec sa naïveté, sa crédulité,
et surtout sa candeur, avec son sourire toujours en train de rire, toujours en train de faire des farces à Buma, sans faire exprès même parfois. Et d'avoir le sidekick à l'époque, c'est Buma. Et Buma qui fait vraiment le tempérant, la tempérance même. C'est assez marrant, quoi. Et donc c'est vrai que en tant que héros de shonen, Sangoku c'est le plus à même de toucher notre enfant intérieur. Et c'est pour ça que ça parle à plein de générations, parce que c'est tout de suite, nous on se dit, ah bah ouais, tiens, on peut faire ça, on peut aller voir ça. Et on a à côté Buma qui fait la grande sœur, mais qui va quand même faire les conneries avec nous. Donc c'est un peu le côté aussi fraternel qui arrive dans Dragon Ball. Et petit à petit, bah, il y a le mentor qui arrive, et les autres qui arrivent. Mais c'est vraiment l'aspect familial, curiosité, et petit à petit, bah, ouais, l'exploration, quoi, comme tu viens de dire. Mm. Et après, dans les héros de shonen, il y a aussi un aspect important, c'est tout ce qui est blessures, secrets, choses cachées, enfin même que le héros lui-même ne connaît pas, voire handicap. Et du coup, est-ce que ça pourrait, en parlant de développement personnel, on pourrait dire comment avancer dans la vie malgré les traumas. Hein, Wallo, une thématique explorée par Wallo dans sa vie non, mais dans son cheminement thérapeutique. Dans mon cheminement, effectivement. C'est vrai que c'est, je crois, aussi une des forces d'identification qu'il y a pour les lecteurs avec... alors moi, je l'ai plus vu dans le manga que dans la BD franco-belge, je dirais à l'époque, et bon, je suis pas exploré tout, mais par rapport à l'âge des persos, puisque grosso modo, comme tu l'as bien rappelé, Cola, on est sur des personnages qui sont en début, qui sont à l'adolescence, et toutes sortes de traumatismes qu'on a pu avoir étant petit qui n'a pas été traité, on le retrouve. Dans certains cas, je sais plus pourquoi, j'ai Shingeki no Kyojin qui m'est revenu en tête. Oui, un gros trauma. Voilà, c'est clair. Alors, c'est vrai que c'est exploré de façon pas exagérée, mais extrême. Mais ce niveau d'extrémité, il correspond à une réalité pour nous qui est réelle et qui est même physiologique. Et le fait que ça soit pas vu et ou entendu par notre entourage, ça facilite beaucoup plus la projection dans les personnages, notamment de RN. Elle est d'autant plus forte parce que là on a un endroit où j'ai quelqu'un qui vit un trauma, enfin alors, peut-être qu'on le nomme pas comme ça quand on le regarde, mais qui vit quelque chose d'extrême que moi j'ai vécu à mon niveau, et non seulement on voit comment c'est traité et les difficultés que RN a tout simplement à se sortir de ça. Moi, je parle en connaissance de cause à mon niveau, mais je pense que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit dans la population mondiale. Là, tiens, c'est ok, là, les souffrances par lesquelles il passe, il n'arrive pas à s'en sortir, mais il essaie de s'en sortir. Mais en fait, alors, chaque fois qu'il fait un pas, mais il tourne quasiment en boucle parce qu'il est pris dedans. C'est un écho qui est fort et qui, pour moi, est tellement, en tout cas, évident aujourd'hui, que l'adhésion des lecteurs, enfin, que ce soit des gens de notre génération ou même les plus jeunes aujourd'hui, elle me paraît logique parce que c'est enfin traité et on peut se trouver des solutions par procuration à travers ces histoires. Ce qui n'est pas traité de la même manière dans le comics, on le trouve, mais plus chez des personnages adultes. C'est-à-dire que des gars torturés. Bon, je prends un exemple classique de Daredevil. Oui, ça, on retrouve ça chez des personnages adultes, mais au niveau des ados et des pré-ados, moi perso, c'est toujours ce que j'ai défendu, mais jusqu'à aujourd'hui, et je trouve que c'est dommage que c'est pas le cas dans la BD franco-belge. Mais ça, c'est une histoire. Je vais faire 2 contre-exemples dans la BD franco-belge. Voilà. Où est-ce qu'on a ça ? C'est des lectures qui ont marqué, mais je pense que j'ai déjà dit en plus dans notre émission. Ouais. Il y a Billy the Cat et Benoît Bresfer. Billy the Cat, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait plein de bêtises et qui décède. Et il se trouve réincarné dans la peau d'un chat. Ah oui. Et donc en fait, ce qu'il veut, c'est de trouver, en étant dans la peau d'un chat, d'essayer de faire en sorte de vivre sa vie et peut-être d'arrêter de faire les bêtises qu'il avait fait, de comprendre les bêtises qu'il avait fait. Et je spoil, la fin est horrible. Mais du coup, il a compris que tout ce qu'il a fait étant gosse, en fait, tu peux pas te faire acheter comme ça, quoi. Même en étant un chat, en faisant les bonnes manières, etc.
Et donc, ça, j'avoue, cette lecture m'a un peu traumatisé. Mais c'est dans le sens où, bah ouais, en fait, c'est pas parce que tu as fait que des mauvaises actions quand tu étais plus jeune que si tu fais des bonnes actions, le karma s'annule, quoi. Non, il y a aussi d'autres trucs à faire. Ça traite de l'égoïsme, ça traite des traumas que lui, il a fait subir à d'autres personnes. Du coup, en étant un chat, quand il voit toute sa famille passer Noël sans lui, qu'est-ce que ça fait de l'abandon, etc. Donc, en fait, il vit tout ce qu'il avait fait vivre par procuration à d'autres personnes, et du coup, il l'injecte, enfin, il se l'ingère lui-même, quoi. C'est Full Metal Alchemist, mais avec un chat. Ouais, c'est Full Metal Alchemist avec un chat. Et ton autre exemple? Et l'autre exemple, c'est Benoît Bricefer. Benoît Bricefer, c'est l'histoire d'un petit qui a un super pouvoir. Il a un gros super pouvoir, il est hyper fort, quoi. Et dès qu'il éternue, il a plus de pouvoir. Au début, tu dis, petit ressort scénaristique. En fait, non, il y a un trauma derrière. Je le laisse découvrir le trauma. Et du coup, c'est pour ça qu'il perd tous ses pouvoirs à chaque fois qu'il en remet. C'est qu'il y a un gros trauma en fait, il est petit, il ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que en fait, l'annulation de ses pouvoirs vient d'un truc qu'il doit réparer. Et quand un jour, on ne sait pas, j'ai pas eu la fin, mais un jour, s'il réussit, il pourra retrouver ses pouvoirs. Donc c'est marrant, il y avait ce truc-là quand on était gosse, qui était traité, et c'est Peyo qui a fait Benoît Bricefer. Et Billy the Cat, je ne me rappelle plus de l'auteur. Mais voilà, c'est en tout cas les deux seules œuvres où je me rappelle dans la BD. Dans la BD, etc. À part dans le manga, etc. Mais dans la BD qui m'avait vraiment plu. Ouais, d'époque, parce que j'imagine qu'en plus, dans la BD franco-belge moderne, du coup, tu vas trouver quand même. On va reprendre un peu dans Titeuf, un petit peu aussi, effectivement. Dans Lou, aussi, Lou maintenant, on retrouve aussi pas mal, qui sont plus. Mais après, ils ont été aussi Titeuf, ils ont vu. Pour Titeuf ou Lou, surtout Lou avec Julien Nil, il a vu aussi comment les mangas ont pris la truc. Il y a quand même des grosses influences, et Titeuf, il connaît un petit peu, donc après, il prend tout ce qu'il y a de l'entourage pour créer son personnage, ce qui fait que ce Titeuf fonctionne toujours maintenant. C'est qu'en fait, il est vraiment toujours dans l'actualité de ce qui se passe, quoi. Et justement, tu vois, là, ce que moi, je trouve, à la différence de la BD franco-belge, je le trouve dans quelques œuvres, tandis que quand j'entends ce que dit Sae par rapport à la charte quasiment scénaristique du Shonen Jump, c'est que c'est quasiment systématique, voire systémique dans l'industrie japonaise. Et donc, c'est, en termes de volume, beaucoup plus courant d'avoir des personnages ou des thématiques de ce genre-là vont être abordées, plus que dans la franco-belge. C'est plus dans ce sens-là que je me doute bien que ça existe en franco-belge, mais pas quantitativement, pas dans les mêmes proportions. Et en fait, le fait d'avoir des héros finalement imparfaits, qui se connaissent pas bien, qui ont même des secrets dont ils n'ont pas l'information, en fait, ça force l'empathie, parce que je pense que le lecteur n'a pas de complexe d'infériorité. En fait, tu découvres la vie d'un personnage. Et il est rejeté. Ah tiens, moi aussi, c'est l'effet miroir. Moi aussi, j'ai eu des moments comme ça. Donc, j'ai de l'empathie pour le personnage. Il n'a pas confiance en lui. Ça me parle. Je trouve parce qu'il le dit et qu'on trouve beaucoup. Alors là, je citerai, entre guillemets, un peu Thierry Grandstein qui le disait à l'époque de son analyse du manga, ce que je ne comprenais pas parce que j'en lisais, j'en connaissais très peu. Dans notre époque, début des années 90, c'est pas comme aujourd'hui. Mais ce côté introspectif des persos où tout de suite on est dans leurs pensées et dans leurs ressentis et qu'ils expriment, qu'on retrouve beaucoup moins dans d'autres nations. Alors, attention, je suis aussi un fan de comics, il y a des comics qui ont beaucoup ça, mais toujours avec des persos bien souvent adultes. Et par rapport à ce côté introspection, c'est-à-dire, enfin pas introspection, c'est on suit le personnage dans ce qu'il est en train de vivre. Et ça m'est revenu là quand tu l'as dit, parce que j'ai commencé le premier épisode de Happy Marriage, je sais pas si vous connaissez. Comme on prenait, voilà, j'ai pas lu le manga, mais et comme on avait ce truc là dans notre conducteur de dire ok, qu'est-ce qui fait qu'on se projette dedans, qu'est-ce qui fait que avec Dragon Ball on s'identifie tout de suite au perso. Je me suis posé la question en regardant, je me suis dit, tu vas le regarder avec cet axe-là, c'est qu'est-ce qui fait que je vais accrocher ou pas, parce que j'ai des animés ou des mangas, ou si au premier chapitre je suis pas accroché aujourd'hui, soit ou dans les 15 premières minutes je passe à autre chose, ça me gonfle ou j'en sais rien. Et là, j'étais pris dans la narration, et j'ai dit mais pourquoi je suis intéressé par Happy Marriage,
mais simplement parce que dès le départ, j'entends ce que je suis dans les pensées du personnage, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle croit elle-même, notamment au niveau de ses croyances. On va y revenir tout à l'heure. Et ses croyances limitantes, bam, je dis, ah, ok, merde, je connais ça. Je connais ça. Alors elle a un contexte qui est lié à la famille japonaise, à l'époque d'époque, ouais. d'époque, des conditions de vie aussi, en tout cas cloisonnées, en tout cas pour les femmes, avec les mariages arrangés, voire très arrangés. Mais dans ce qu'elle vit elle, moi mon identification c'est pas par exemple parce que c'est une fille, c'est pas je m'en fiche là. Ah ouais, là son problème là, ouais, de à quoi je sers, quelle est ma fonction limite. Moi j'ai rien à faire dans ce monde et je n'ai aucune fonction. Et puis bon, il y a un switch qui va se produire. Je laisse les auditeurs le découvrir, qui est assez intéressant. Et notamment sur les détails dans la façon dont c'est montré dans les mangas. Je pense aussi qu'il y a un côté dans le détail, dans la narration, je sais qu'on l'a déjà évoqué, que je regardais bien sûr du coup parce que je savais qu'on préparait l'émission aujourd'hui, je dis bon, on va être attentif à un peu ce qui se passe chez moi. Bon là ça c'est mon côté un peu développement personnel où j'ai une hyper conscience de moi-même et des interactions que je peux avoir avec les autres. Et donc dans un détail, je dis tiens paf, chez moi ça résonne. Alors là je suis triste, mais je suis triste parce que qu'est-ce que je viens de voir. Et ça, c'est quelque chose que je vis beaucoup plus à travers les mangas plus qu'à travers d'autres formes de BD. Fin de ma parenthèse. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, on est en réflexion comme un miroir avec les mangas et les personnages. Et si je reprends Sangoku, il a quand même un trauma d'avoir tué son grand-père. Mais il s'en cogne complètement. C'est évacué en 2 pages. C'est évacué en 2 pages. Et du coup, ça, j'avoue, toi, tu l'avais marqué aussi dans ton livre, où, en fait, on ne sait pas s'il a un trauma ou s'il s'en fout, ou... je sais pas, parce que là j'avais une petite nuance. C'est vrai que tel que ça nous est présenté... après, il le voit. Voilà, parce qu'il y a quand même 3 étapes par rapport à... Bon, là, c'est un peu sensible, parce que je suis un très grand fan de Dragon Ball. Et voilà. Donc, si je parle de DB, je peux en parler pendant des jours. Et donc là, forcément... Alors, je mettrais une petite nuance. C'est vrai qu'au départ, tel que c'est présenté, on ne sait pas s'ils s'en cognent. Peut-être que ça nous est présenté au départ. Mais on a 2 autres moments où on sent que c'est important quand même. C'est parce qu'il ne sait pas sous quelle forme il a tué Isuek probablement, mais bon, t'as quand même la deuxième période. On peut vraiment spoiler parce que je pars du principe que beaucoup de gens connaissent pas Dragon Ball. Et pour les jeunes générations, si vous connaissez pas Dragon Ball, regardez Dragon Ball ou lisez le manga. Le deuxième moment, c'est quand il se bat contre son grand-père qui revient du monde des morts. Moi de mamie voyante. Et voilà, et bam, au moment où il le revoit, tu sens que ça lui fait vraiment plaisir. Bon, moi perso, j'y suis allé quand j'ai vu cet épisode. Et le jour où, plus tard, il découvre, je crois que c'est dans la période avec Vegeta, je crois, ou quand il voit le singe. C'est un moment, c'est un truc qui voit l'autre qui s'est transformé, et là, il capte. Il fait, ok, c'est pour ça que... Et je suis pas sûr. C'est vrai que c'est des moments qui sont fugaces, je l'avoue, mais alors moi, c'est ma sensibilité, peut-être mon hypersensibilité qui a fait que c'est pas... ça me touche, voilà. Mais pour aller dans ton sens, parce qu'on est là, c'est vrai que Toriyama nous le montre comme ça, nous le montre en ça, il s'en tape sur traumatisme supplémentaire. C'est quand même que c'est un enfant c'est un bébé qui a été envoyé dans une capsule à l'autre bout de voilà. Qui a été même jeté en fait, plus qu'abandonné en fait, dans l'espace et catapulté. Et quand Raditz arrive pour lui dire bah non mais en fait je suis ton frère machin et tout, Raditz c'est tellement une ordure parce qu'il kidnappe Gohan tout de suite qu'il dit bon tu viens avec moi génocider des planètes parce que sinon je bute ton fils. C'est une base familiale qui est saine. J'ai bien dit dans le bouquin. Mais du coup, ça fait que c'est pareil pour Goku. Il y a une évidence de, en fait, d'accord, c'est mon frère peut-être, mais c'est un sale type. Et puis en fait, j'ai absolument pas envie d'adhérer à ça. Donc c'est pareil, c'est évacué extrêmement vite, quoi. Oui, c'est vrai. Le truc de, j'ai un frère caché et puis en fait, je suis un enfant adopté et tout ça. Mais pour aller dans ton sens quand même, le truc, c'est pas les moments où il voit son grand-père ou il voit le singe où effectivement tu sens qu'il y a des petits flashs. C'est son attachement à la boule à 4 étoiles. C'est ça qui se passe vraiment avec son grand-père, avec l'attachement avec son grand-père. Ouais. Mais par contre, t'as pas l'impression qu'il y a vraiment des choses problématiques qu'il a à régler par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vois, il a pas une résolution tellement à avoir. Il y en a une petite au cours du combat avec Mamie Voyante qui doit voir son grand-père et qui lui dit c'est bien, tu grandis bien, t'as l'air d'avoir des potes sympas, ça a l'air de bien se passer pour toi.
Bah, et toi, papy, ça va? Je me la donne dans l'autre monde. Tout va bien. Super. Allez, on part faire nos aventures respectives. Et il y a ce truc qui arrive aussi dans la plupart des shonen aussi, c'est que la résolution des problèmes, elle se fait par l'amitié. Elle se fait, tu te reconstruis par les autres et avec les autres. Tu te fais une nouvelle famille. Parce que tu as une ancienne famille, souvent ils n'ont pas de parents, ou alors il y en a, mais il y a toujours un parent manquant, etc. Et en fait, qu'est-ce qui fait la vraie famille? C'est les amis. Donc c'est ça qui va être la vraie force. C'est ça qui va être la vraie force dans ce côté-là pour jouer sur la gestion des traumas, etc. Parce que des fois, les traumas, ça peut être du côté familial, comme on voit dans My Happy Marriage aussi. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour te reconstruire? C'est les amis, c'est les supports, c'est le mentor. Un peu comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, si on subit... Il y a des mentors dans sa vie réelle ou qui les identifie? Et en fait, on peut être juste une personne sur phrase peut devenir un mentor. Donc, il suffit juste d'une phrase, d'une petite accolade, un petit câlin qui peut devenir un mentor parce que en fait, tu en avais besoin et tu avais besoin de ce truc-là pour t'en sortir. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir. D'ailleurs, le mot mentor, moi, je le connais depuis pas longtemps. Ah ouais? Je veux dire, quand j'étais ado et tout, je ne me disais pas machin, c'est mon mentor, tout ça. Je ne connaissais pas ce mot-là, en fait. Enfin, ou je l'avais lu, mais je me l'étais pas approprié dans ma vie. Et c'est plus quand je suis allée dans l'exploration du développement personnel que j'ai connu ce mot-là et j'ai compris vraiment ce que ça signifiait. Et probablement, si j'y réfléchis, je vais me trouver d'autres mentors dans mon passé, mais en fait, je le conscientisais pas du tout. Et c'est marrant ça. Ah ouais, pourquoi toi, ça... En fait, parce que justement, comme on est sur DB, dans les autres phénomènes de projection qui ont été très forts pour moi étant petit, c'est que moi, justement, je recherchais ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu DB, clairement... Tu recherchais Tortue Géniale? Oui. Tu l'as retiré de la bouche. Il voulait faire le Kamehameha, donc il lui fallait C'est le bonhomme exactement, qui allait c'est-à-dire pouvoir que- lui apporter. Exactement. Moi, j'étais comme toi, je comprends. C'est-à-dire que si moi, quand j'ai vu ça, je fais OK, là, il y a un truc qui se joue pour moi, mais vraiment, et je le partage. Alors, des gens, ouais, Walou, c'est un ouf, tout ça, si vous voulez. C'est peut-être vrai, après tout. Mais moi, quand j'ai vu DB, c'est... Il y a un mec, là, à l'autre bout de la planète, il a mis en dessin animé, alors je savais pas que à cette époque-là, Akira Toriyama était mangaka, mais pour moi, ce gars-là, Akira Toriyama, c'était le gars, il est venu dans ma tête, il a vu ce que je croyais être vrai ou possible du monde, et lui, il l'a mis, il l'a rendu réel, entre guillemets, sous la forme d'une fiction et d'un dessin animé. Ce qui fait que, moi, le niveau de projection a été tellement fort avec DB que c'est, sans dire de conneries, c'est le seul dessin animé où j'ai rêvé que j'étais dedans, quoi. Moi, j'ai rêvé que je vivais des aventures. J'ai eu un de rêve quand j'avais mes 14-15 ans, où je vis vraiment ça, mais parce que ça fait trop la paire, ça, on dirait matché aujourd'hui, mais ça fait trop la paire avec mes croyances, avec ce que je suis. Et donc, je dis, OK, moi, je vois ça dans les mangas et tout, ou dans Ken, ou même dans... Et moi, dans ma vie, il est où le gars ou la personne là qui va, entre guillemets, m'initier, m'accompagner? Et j'ai recherché ça. Mais pas en mode... Alors, t'as d'autres pour qui, ouais, mais c'est juste une œuvre de fiction, c'est marrant, si tu passes le temps avec. Non, moi, c'est... je veux vivre comme le perso, quoi. Alors, pas forcément comme tu le présentes, comment penser à lui, mais moi, je veux vivre cette aventure. En fait, moi, c'est ça que ça a déclenché. Chez moi, entre autres, c'est... Hey, je veux vivre ça, je veux rencontrer le gars qui va me dire, ah ouais, tu veux faire un Kamehameha. Alors après, c'est dans d'autres proportions, ce qui a conduit au développement personnel. Mais c'est ça que j'ai cherché activement. Et c'est vrai que je crois que mon amour de DB et ma reconnaissance envers Toriyama est liée à cette activation-là. Alors après, ça s'est décliné avec d'autres lectures qui avaient rien à voir avec le manga, et après ça m'a emmené vers des lectures comme celle de Carlos Castaneda ou des choses comme ça, où je retrouvais des constantes de parcours initiatique. Ou même d'ailleurs, je vais apporter un livre là, mais c'était pour toi, ça y est, je t'en parlerai plus tard, qui s'appelle Femme de pouvoir, où on est dans du chamanisme avec une occidentale sortie de son contexte qui va rencontrer des Indiens au Canada. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai cherché ça quasiment en permanence, jusqu'à ce que je trouve mon maître ou le niveau ultime. Et je suis content d'avoir trouvé cette personne-là, parce que pour moi, c'est devenu réel. Et donc moi, entre guillemets, j'ai trouvé mon Tortue Géniale, ou ma Tortue Géniale en l'occurrence, puisque c'était une femme. Et toi, Cola, t'as trouvé ton mentor? Moi, j'ai toujours pas réussi à faire mon Kamehameha, donc c'est la loose. C'est ça. Mais bon, oui. Si je dis ça, c'est un peu un aveu d'échec vis-à-vis du bouquin, parce que les gens comptent sur moi. J'ai dit qu'on pouvait le faire. Ouais, c'est possible.
Non, Est-ce que ton Kamehameha, c'est pas le livre, justement? est-ce que c'est mon Kamehameha? Je sais pas si j'ai mis toute ma puissance. Est-ce que j'ai En va mis de déferlante, t'as pas été long, hein. Ouais, non, c'est ça. Fallait que je fasse combien de milliers de pages, tu penses Ouais, mais après, tu peux faire plein de milliers de pages et ne Ah pas ouais. être lu. Ouais. Et des petites pages et être lu. Donc, Non, mais c'est mon Kamehameha parce que tel Goku, tu vois, je me suis dit, tiens, il y a un mec qui fait comme ça avec les mains, tac, je fais pareil, et hop, ça fait un bouquin, tu vois, du premier coup. C'est pas vrai du tout. Mais pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, donc il y a beaucoup de choses. Alors, je vais raccrocher à des choses structurelles. Donc, tu parlais, Flavien, de l'importance des amis. Le fait que beaucoup de héros se reconstruisent une famille à travers leurs amis ou se guérissent de leur trauma à travers leurs amis. En fait, là aussi, c'est quelque chose qui est voulu dans la narration des shonen. C'est-à-dire que... Alors, attends, c'est voulu d'un point de vue éditorial Ouais, éditorial. Ok. C'est-à-dire que ça aussi, je l'ai sans doute dit dans d'autres émissions, mais je pense que ça vaut le coup d'être répété. Hors Japon, on va dire, ou peut-être hors Asie, en tout cas, beaucoup des gens que j'ai accompagnés dans des réflexions de création de manga avaient une réflexion plutôt orientée événementiel, on va dire, enfin événementiel, je veux dire succession d'événements. Genre, j'ai mon héros, il se passe ça, il lui arrive ça, il y a tel incident qui va faire que ça. Et en fait, s'il n'y a pas d'action de l'extérieur, ce sont les actions extérieures qui vont faire bouger le héros. Alors que les Japonais, en tout cas chez Shonen Jump encore, leur manière de réfléchir, c'est se dire, bon voilà, on a notre héros là, sympa, Les scénaristes en herbe, prenez des notes. son secret, ça pourrait être ça. Et puis, en fait, on va mettre sur son chemin des amis et des ennemis, des gens qui vont... d'ailleurs, amis et ennemis, c'est pas forcément les bons termes, des gens qui vont le challenger ou l'encourager. Puisque, en plus, les gens qui le challenge au début peuvent devenir des atouts. Les choses sont aussi assez flexibles. Mais ce sont les interactions entre les personnages qui vont faire avancer l'histoire et surtout qui vont faire évoluer le personnage. Et en fait, d'un chapitre, entre le début d'un chapitre et la fin du chapitre, il faut que le personnage principal du chapitre en question, parce que c'est pas toujours le personnage principal du manga, faut qu'il ait évolué. Il faut qu'il ait eu une prise de conscience ou un choc émotionnel ou il faut qu'il soit passé quelque chose et qu'il soit plus le même à la fin du chapitre. Et donc, il y a vraiment un tissage d'histoire basé sur les interactions plutôt que sur les événements extérieurs. Et donc, ça explique aussi le fait que en tant que lecteur, on lise l'histoire aussi de cette manière-là. Enfin, on a une grille de lecture en tant qu'être humain tiens, il a eu le soutien d'un tel, du coup ça lui a permis de surmonter sa peur, ou ça lui a permis de faire ceci ou cela, ou il a été challengé par un tel et du coup là ça l'a bloqué, ou ça a réveillé tel souvenir, ou du coup telle transformation et tout. Et en réalité, c'est que des interactions entre personnes. Moi, je m'étais rendu compte de ça dans mes lectures avec le manga, mais en même temps dans la vie personnelle. Je fais rapidement un parallèle avec les Trois Mousquetaires. Quand en lisant les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, en fait, chaque chapitre, c'est ça aussi. Ceux qui veulent relire les Trois Mousquetaires, vous allez voir, c'est un shonen manga, donc c'est vrai. Donc j'étais en train de lire les Trois Mousquetaires, je lisais des mangas en même temps, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, et si je comparais ça à ma vie? Et en fait, je fais, en fait, c'est vrai que t'arrives, et en fait, c'était à l'époque, j'étais à l'adolescence, tu te fais challenger par la vie de ouf à l'adolescence, mais vraiment, t'as tous les trucs, tu peux te faire bully, harceler, tu peux te faire, t'as les profs qui sont pas forcément de ton côté, t'as tes potes qui sont là, mais qui t'écoutent, il y en a qui t'écoutent pas, et en fait, tu as toi de tracer ton chemin, quoi. Et donc, en fait, c'est juste par les interactions sociales que tu peux avoir ta famille, tes amis, les ennemis, entre guillemets, que tu avais conscientisés à l'époque, mais qui ne sont pas vraiment des ennemis, mais qui sont des antagonistes plutôt. Et en fait, tu traces ton chemin
dans cette foule, dans ce truc-là. Et c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce que je disais, pourquoi j'aimais les mangas, en fait, c'était parce que ça retraçait une partie de ce qu'on peut vivre en tant qu'adolescent. Mm. Ouais, je pense que l'effet miroir est voulu. Après, à quel point ils rentrent dans la psychologie, je pense pas qu'il y ait des sortes de pré-analyse. Faut pas non plus surcompliquer les choses, mais il y a quand même Ils vont plus simple. Oui, il y a quand même une réflexion sur la vie, comment ça se passe dans la vie, tout simplement, et juste, qu'est-ce qui nous fait évoluer, quoi. Et je pense que sans rentrer dans le détail d'une interprétation psychanalytique, il y a juste ça qui est posé comme base et dont il faut se servir pour dérouler le récit. Non, mais j'allais dire que ça fonctionnait. Tu sens selon les œuvres que tu lis quand même que ça fonctionne plus ou moins bien. En tout cas, que ça résonne plus ou moins bien. Tu parles d'amitié, tu vois, où effectivement, il y a des trucs, tu dis, il y a quelque chose de très concret dans ce manga où je trouve que c'est touchant et en même temps assez réaliste comme interaction que tu peux avoir, de la même manière que ce dont on parlait avant sur les traumas et le dépassement des traumas. Tu sens que, il y a des mangas, c'est un peu, j'ai posé ça. Parce que se poser ça, tu vois, tu prenais l'exemple de Shingeki no Kyojin. Et je pense que, effectivement, peut-être que c'est un des trucs que tu as le plus proche. Enfin, peut-être parce que tu te dis c'est plus torturé et que moi, je suis d'accord avec toi. Ça va résonner de cette manière-là. Et où, quand je lis Naruto, je vois bien les traumas qui me sont posés, ceux que le héros doit dépasser. Mais alors, par contre, émotionnellement, ça fonctionne pas pour moi, tu vois. Il y a un truc. Alors que My Hero, ça marche, tu vois. Enfin, dans My Hero, ouais. Savoir à quel tu sens que voilà selon les je sais pas si ça dépend des auteurs alors, moi je pense que ça dépend beaucoup des gens tout simplement parce que alors, c'était la réflexion que je m'étais faite parce que on réagit pas forcément tous aux mêmes scènes et je pense que les scènes elles viennent appuyer dans ton inconscient. En plus même toi tu sais même pas, il y a des fois tu as de l'émotion pour une scène et tu sais même pas pourquoi. Et juste, le truc, il vient appuyer sur quelque chose, on va dire une charge émotionnelle. Alors, je fais une petite définition. Ça va être une émotion qu'on a gardée en soi et qu'on n'a pas sortie à un moment. Et du coup, voilà, elle reste là. Et puis, quand on appuie sur le bouton, les larmes, elles sortent. Et t'es là, mais pourquoi mais ça, on n'a pas tous les mêmes charges émotionnelles. Et du coup, on va pas tous réagir aux mêmes scènes. Et du coup, c'est assez magique ça quand même dans les mangas. Et ça fait aussi que selon les mangas, ça te parle plus ou moins. Moi, dans Naruto, la scène qui m'avait touchée, c'est au début là quand j'ai plus le nom du perso. Le son prof premier là, prof, son premier Iruka. prof, Iruka le soutien. Et en fait, ça m'a vachement émue ça, tu vois, le côté soutien d'un professeur auprès d'un élève qui est un peu atypique, quoi. Enfin, qui est atypique. Et voilà. Mais ça, c'est moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être touché par ça. Mais c'est marrant, mais t'as raison. Enfin, je pense qu'il y a quand même une histoire de justesse de mise en scène parce que je suis d'accord avec toi. Je trouve que cette scène-là est très touchante. J'ai l'impression, c'est complètement juste moi mon ressenti empirique des discussions des gens et tout, mais que cette scène-là marche. Par contre, le vrai entre guillemets trauma, je vais dire parental, je pense que c'est pas trop spoilant de dire ça chez Naruto. Ça marche vachement moins bien. Tu vois. Après, j'ai quand même un questionnement, et peut-être qu'on fera une émission sur les parents dans le manga, tu vois, parce que y a quand même. Grave. Je me dis, il y a peut-être une illusion volontaire pour pas se prendre la tête. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même, parce que le vrai challenge, ce serait d'avoir une famille normale. Tu vois. Alors, il y a un manga avec une famille entre guillemets normale. C'est pas Spy Family. Non, c'est pas une famille normale. Non, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse vraiment un truc sur la parentalité dans le manga. Parce que Spy Family, c'est assez ouf aussi. Bien sûr. Et tout. C'est The Ikinose Family. C'est sur Manga Plus. Ouais. C'est une famille.
C'est l'histoire d'une famille, mais qui est pas tout à fait normale, avec des trucs de ouf à chaque fois. Et j'avoue, bon, on en parlera complètement sur l'histoire de famille et tout, mais quand on parle de trauma, etc., je évidemment. vous invite à lire. Et c'est aussi c'est aussi un mode de shonen, mais cette fois-ci, ça suit pas que. Il n'y a pas le héros, c'est la famille. Et donc, en fait, chacun a son chemin de vie par rapport aux amitiés. Tu as dit que ça s'appelait comment? The Ikinose. Ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. Du coup. C'est sur Shonen Jump, je ne sais pas. Alors, je pense qu'on va fermer la porte. Vous avez l'ambiance du coin, Interruption. hein. C'est l'ambiance de karaoké. Je pense que Je trouve ça très intéressant qu'on se projette là-dessus au niveau de la famille parce que dans un second temps, aujourd'hui, je le vois avec mes formations. Pas grave, c'est une prise qui est tombée. Et il y a ce côté, Sahel l'avait déjà expliqué, je crois, dans une des émissions. Et moi, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux plus tard. C'est-à-dire que, étant plus jeune, je le vivais comme tel parce que, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est ce que je vivais moi. Alors, je le partage avec vous. Moi, ce qui a fait défaut dans mes traumas, c'est ce que j'ai vécu de la part de l'un de mes deux parents, de la négligence parentale. Donc c'est pas de la maltraitance, mais ça s'y rattache parce que en fait, c'est comme si l'enfant au lieu d'un des parents n'existait pas. Est-ce que c'est un peu ce que fait Goku avec Gohan? Il y a un peu de ça, parce que pour moi, le vrai père de Gohan, du coup, c'est Piccolo. Gros sujet d'ailleurs dans le livre. Dans le livre. Ouais. Et c'est pour moi, c'est d'autant plus évident. Et c'est super parce que ça me permet de faire le raccord avec ce que j'avais en tête tout à l'heure et ce qu'on est en train de dire. Moi, justement, avec cette histoire de responsabilité parentale prise en charge par Piccolo, il y a un switch qui est très intéressant pour moi et qui a eu un écho dans ma vie, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire que, étant plus jeune, j'ai vu le truc en me disant « Waouh, c'est ouf » et tout, et ça m'a parlé. Mais là où c'est devenu encore plus ouf, c'est quand j'ai été confronté à ça dans un choix, ce qu'on pourrait appeler cornélien, ou ces choix où, à un moment donné, le seul moyen d'avancer pour toi, ça va être de probablement trahir tes propres croyances, tes convictions, mais parce que l'action que tu dois mener, tu peux pas faire autrement que de faire l'inverse de ce que tu ferais en temps normal. Je m'explique. Quand Tu as perdu Cola. Quand Raditz arrive sur Terre, qui constate que son frère a pas fait son taf, à savoir détruire les gens, etc. C'est quoi ces conneries? Nous, on est des guerriers de l'espace. Je pique ton fils, puis je vais t'expliquer comment ça se passe. On sait par leur niveau d'énergie que Goku comme Piccolo ont détecté qu'il y avait un gars super balèze. L'un comme l'autre essaie de se taper, mais ils ont pas le level. Le seul moyen de pouvoir battre ce gars-là, c'est que je vais devoir faire alliance avec mon ennemi. Alors, dans les mangas, c'est génial, c'est de la narration, ouais, l'alliance. Mais dans la vraie vie, moi, à un moment donné, je me suis demandé, mais est-ce que moi, je serais vraiment capable de faire ça? Je prends la personne que je déteste le plus, et est-ce que je vais être capable, pour quelque raison que ce soit, et probablement, là, c'est clairement des raisons de survie, aller faire alliance avec le gars d'en face. Et avant de préparer l'émission, je dis, ouais, on voit souvent le truc du point de vue de Goku, mais on regarde pas le point de vue du Piccolo. Parce que lui, Piccolo, à la base, c'est Goku qui a tué son père, si on devait se mettre juste comme ça. Non, mais attends. C'est vrai. Tu vois, je me dis, bon, ok, on va regarder la situation comme ça. Bon, alors, c'est une technique de coaching que j'ai employée. Mais bon, donc je switch, je vais regarder le truc du point de vue de Piccolo. Piccolo, son père, ok, bon, c'était des méchants, tout ça, mais bon, c'est quand même son père qui a été tué par Goku. Et je te retrouve au tournoi des arts martiaux, je vais terminer. Bon, c'est que encore une fois, Goku ne gagne pas parce qu'il y a plus. Enfin bon, bref, je passe les détails sur ça, mais le mec, c'est ça sa situation. Et là, j'ai un ennemi qui arrive, qui est non seulement plus balèze que moi. Moi, Piccolo, attends, non, j'ai pas le niveau. Le seul moyen que j'ai de pouvoir régler mes problèmes avec Goku plus tard, c'est d'abord de terminer ce gars-là. Et moi, dans la vie, je me suis retrouvé dans une situation paradoxale de ce niveau-là. C'est comment est-ce que je me ferai tout face à un choix cornélien chez temps. Il y a telle personne là, c'est plus possible. Et le seul moyen que j'ai, c'est-à-dire que t'épuises tout le champ des possibles et tu te rends compte que le seul moyen, c'est tu vas devoir mettre ton orgueil de côté ou je sais pas quoi. Et toc toc toc, ouais, c'est qui, c'est Wallo? Ah, qu'est-ce que tu me veux? En fait, voilà. Et ça, honnêtement, c'est là où moi le manga m'a permis de transcender, en fait. Quand c'est arrivé, c'est vraiment arrivé très tard. Dans la situation que j'ai vécue, le premier truc auquel j'ai pensé, j'ai fait, ah ouais, putain, mais dans Dragon Ball,
Parce que dans Dragon Ball, tu vois, mais en même temps, bon, ok, on sait que Piccolo, finalement, bah oui, il va pas se gêner, lui, pour tuer Raditz à travers Son Goku, parce que Son Goku commet son erreur, là, justement, de la crédulité, qui se retourne sur lui quand il lui prend la queue de son frère, parce qu'il sait que c'est son faible. Non, surtout, lâche pas. Ouais, mais bon, voilà. C'est bien, avec Wallo, on a les bruitages. Ouais. Et en fait, c'est être confronté à ça. Alors déjà pour moi ça a été curieux et je me dis putain merci Toriyama et Dragon Ball de m'avoir enseigné ça parce que dans la vraie vie ça arrive. Et après j'ai simplement regardé dans mon entourage qui faisait ça. Et là c'est là où j'ai dit ouais je vis pas en fait on lit les mangas mais pas de la même manière. Et moi je me suis rendu compte que je les vivais plus que ce que je les lisais et je dis ah ok ouais. Pour aller plus loin, en fait, ce qui est dans les mangas, dans les shonen souvent, c'est sympathise avec ton ennemi. Ça va plus loin. Il est fait avec Vegeta. Et même si je reprends Fairy Tail, qui est le truc où chaque ennemi devient un ami. Ils agrandissent la famille. J'étais sur Dino Daiboken Fly aussi. C'est le même truc. J'ai pas lu Fairy Tail, je me rends pas compte. C'est quoi la proportion, tu vois? Ouais, Tu peux faire des pourcentages d'ennemis. En fait, même sur la fin, il y a un grand méchant et tous les ennemis sont devenus des amis. Maintenant c'est devenu un ami. Ok, très bien. C'est le pouvoir de l'amitié. Et du coup, tu fais ok, très fort. Attends, transposons ça. Pareil. C'est ça. Après, c'est des histoires et tout, hein, c'est normal. Mais transposons ça dans la vie réelle. Pareil, tu vas voir un mec que tu détestes. C'est chaud Tu vas quoi. pas dire alors attends. Comment tu gères mais c'est possible quoi. Mais alors, ouais. mais du coup, là, quand tu parles de Fairy Tail, de la manière dont tu le présentes, alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais ça a l'air d'être c'est automatique quoi. C'est le shonen et ça se fait comme ça. Dans DB, je trouve que c'est difficile parfois Bah ouais. parce que t'as pas des moments, tu vois pas vraiment des moments clés chez Piccolo, chez Vegeta où c'est subtil. En fait, c'est d'ailleurs même si tu prends le truc sur le papier, là en ayant fait une relecture, oui, mais Yamcha, on me dit, il sort avec Bulma, donc enfin, tu vois, après, il y a un truc où c'est un peu bon, c'est la famille. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Alors que les autres, ouais, après, C'est la famille. En fait, tout le monde sort avec Bulma. D'ailleurs, Piccolo est sorti avec Bulma, mais on ne le sait pas, c'est en ellipse dans le truc. Non, mais ces personnages-là, ces antagonistes-là, je trouve que tu vois pas le moment ultra clair où ils basculent. Parce que t'as plus des petits moments de ouais, attends, Goku. Genre, je t'aide sur ce coup-là, mais moi, mon but, c'est toujours de dominer la Terre et puis de te buter et puis tout ça. Et ils vont le dire jusqu'au bout. Vegeta, ça va être, d'ailleurs, l'arc-bout qui est généralement pas très aimé parce qu'on a tendance à dire que Toriyama, il est un peu à sec. De son propre aveu, il avait pas envie de continuer jusque-là et qu'il y a ça. Qu'il ne sert, moi, à mes yeux, un peu qu'à ça, à faire la dernière rédemption de Vegeta. Avec son monologue de dire ok Goku t'es le number one, d'accord c'est bon on est copains, c'est fini, pour dire voilà terminé, Vegeta il arrête d'être contre, c'est bon il est avec. Et donc dans DB c'est pas forcément ultra bien fait je trouve, et là où dans je te disais Dino Daiboken Fly, je trouve que c'est assez justifié parce que ça va être on va avoir des moments d'empathie et des moments de compréhension avec l'ennemi. C'est pour les premiers, pour pas trop spoiler, pour machin, t'as Crocodile et t'as Yunkel, qui sont deux généraux de l'armée ennemie, qui vont chacun trouver dans Fly et dans son groupe d'amis des valeurs qui vont leur parler, qui vont trouver plus en adéquation avec ce que eux ils sont et ce que eux ils veulent défendre. Vont se dire ok j'étais dans l'erreur et je vais rejoindre. Mais en même temps, toi, en tant que lecteur-lectrice, tu vas avoir généralement des flashbacks. Surtout pour Yunkel, tu vas avoir qu'il a une enfance tragique, qu'en fait il est du côté du mal parce que il a été recueilli par des monstres qui l'ont élevé avec de l'amour et tout ça. Et en ce sens-là, moi je trouve que le shonen manga fait ça très bien. C'est de dire il y a une altérité. Tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes histoires de famille, de vécu que toi. Et si tu prends le temps de les comprendre, tu vas peut-être quelque chose que tu vas juger comme hostile, comme antagoniste par rapport à toi, par rapport à qui tu es, par rapport à tes valeurs, tu vas le voir sous un nouveau prisme. C'est ce que tu disais vis-à-vis de Piccolo. Mais je trouve que c'est quand même... Chacun va trouver son niveau là-dedans, mais c'est plus efficace que ce soit un peu explicité. Oui. En tout cas, pour quand t'es jeune lecteur ou lectrice, pour te dire, ah bah oui,
Maintenant, je comprends que c'est comme ça et peut-être je devrais aller chercher et creuser ça. Peut-être je devrais développer de l'empathie et du dialogue, même avec des gens qui, à la base, n'ont pas l'air très C'est disposés. Je trouve que dans Naruto, c'est assez clair quand même, ces moments-là où, en fait, au début, moi je prends l'exemple de Gaara, par exemple, au début, qui est un antagoniste. Puis finalement, Naruto se rend compte qu'il a une histoire assez proche de la sienne et il y a une empathie qui naît, une compréhension. Et bon, du coup, après, le rapport de force et le lien entre les deux personnages change complètement. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, c'est pas si facile que ça. Et je pense que ça dépend aussi du niveau où t'es de challenge, quoi. Parce que dans la vraie vie, quand même, quelqu'un qui tue tes proches et qui en veut à ta vie, C'est ça. réussir à faire la bascule, C'est vrai, c'est quand discuter avec. on Moi, il y te avait un représente truc- un danger carrément de vie ou de mort pour toi, c'est compliqué, quoi. C'était, moi, je l'ai le plus vu. Donc, il y a dans les mangas, à chaque fois, je me dis, ça, c'est marrant comment ils arrivent, c'est facile. Le procédé scénaristique fait que. Oui, bien sûr. Ils deviennent amis, ou ils vont rester dans un statu quo, mais après, ça devient. Et c'est dans la BD que j'ai le plus retrouvé ce truc-là, sur les Spirou, avec Zantafio ou Zorglub. Zantafio qui est le cousin de Fantasio, qui est un maniaque un peu. Et en fait, ils sont toujours en discussion avec. Et en fait, ils arrivent à leur Spirou et Fantasio, ils arrivent à leur fin parce qu'ils ont discuté. Mais ils peuvent pas le saquer, hein. Mais vu qu'ils ont discuté avec, ils vont trouver la faille. Ils vont marchander un petit peu et ils vont trouver la faille qui fait qu'ils peuvent retirer en fait de bon dans le mauvais. Et pareil aussi avec Zorglub. Zorglub, c'est que des tractations, etc. Où toujours, ils se combattent, ils se battent aussi. Mais pareil, ils ont quand même discuté, ils ont quand même investigué sur pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui l'a rendu méchant, pourquoi il fait cette action-là. Et à chaque fois, ils vont toujours au-devant du problème du méchant parce qu'ils ont trouvé peut-être la petite bonté qui est là, qui va faire qu'on va utiliser la faille de bonté pour pouvoir faire en sorte que on peut soit la retourner dans l'aventure, soit la retourner contre lui, ou soit l'utiliser pour faire en sorte qu'on arrive dans une attente cordiale, quoi. Et j'avoue, ce truc-là, j'ai utilisé une fois dans ma vie, et j'ai fait, ok, en fait, effectivement, en dialoguant et de voir, des fois c'est dur, c'est hyper dur de dialoguer avec quelqu'un que tu peux pas saquer, voilà, c'est clairement. Et en fait, tu vois des fois que des fois il y a rien, mais tu sais que il y a jamais, il y a rien, mais il y a jamais rien. Il y a toujours un petit truc qui fait qu'il y a une petite faille quelque part. C'est pas de la manipulation et tout, c'est qu'il y a ce truc-là, peut-être un niveau où il y avait quelque chose de commun. Il y avait quelque chose de commun, il y a ce truc de commun qui est là. Ah, ok. Et on va y travailler dessus, on va voir ça, peut-être que ça va nous faire un point d'entente. Et dans ce point d'entente-là, on va peut-être bosser ensemble ce truc-là et peut-être arriver à un statu quo. Comme Vegeta et Son Goku, quoi. Ils sont sur un statu quo, sur un point commun. Donc, un peu fort. Et donc, petit à petit, tu travailles. Et après, une fois que tu as fini, tu te barres et voilà, quoi. Mais j'avoue qu'en utilisant, c'est vraiment Spirou qui m'a donné la solution sur clé, ça. sur ça. Sur ça. Peut-être parce que il y a cette histoire de discussion et que c'est beaucoup plus explicite et clair. Alors que dans le manga, on est beaucoup dans l'émotionnel. Et l'implicite aussi. Et ce que tu as dit explicite, et dans le manga, on est dans l'émotionnel et l'implicite. Tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, quand même, pour se rapprocher d'un ennemi, tu l'as un peu dit Wallo tout à l'heure, ce qui va permettre ça va être l'arrivée d'un ennemi commun. Et puis dans ces moments-là, tu es obligé de trouver des valeurs communes. Et donc, c'est la petite pirouette pour basculer sur la notion de valeur dans le shonen manga. Ouais. Parce que donc, on a parlé des caractéristiques du personnage. Bon, après, ça, c'est des ressorts éditoriaux, on va dire. Après, on s'identifie plus ou moins à des caractéristiques de certains personnages. On s'identifie plus ou moins consciemment et en plus, consciemment ou inconsciemment à leurs blessures, leurs traumas. Maintenant, c'est plus facile aussi de s'identifier ou de s'approprier les valeurs qui sont véhiculées. Donc, on parlait de l'amitié notamment. Mais il y en a d'autres. N'est-ce pas il y en a une infinité. L'intention était posée sur toi, là. Là, on se réveille. C'était ça le regard, la tape dans le dos et le machin et le truc. Ça voulait dire que je devais parler.
Ouais, mais si on se met pas d'accord avant, je suis désolé, je peux pas deviner. Ah bon, tu t'adaptes. Non, mais en fait, c'est vrai que tu dis on part sur les valeurs et la transition était admirablement bien faite, mais on a commencé à les aborder, certaines, mais une sur lesquelles on peut peut-être revenir, c'est effectivement l'absence de préjugés et même faire le point sur ce qu'on disait avant, parce que je trouvais ça super intéressant ce que vous disiez sur les situations de conflit qui sont déjà posées. Et donc, comment est-ce que la compréhension peut faire en sorte qu'on arrive à ouvrir un petit peu la porte, à renouer un petit peu du lien pour éventuellement trouver des valeurs communes et un terrain d'entente. Mais il y a aussi des situations où on est en interaction avec des gens avec qui il n'y a pas tellement de passif. Et justement, c'est comment est-ce que notre relation et la manière des deux parties d'aborder cette relation va définir ce que va être la relation. Est-ce qu'elle va être amicale ? Est-ce qu'elle va être amoureuse ? Est-ce qu'elle va être froide ? Est-ce qu'elle va être conflictuelle ? Est-ce qu'elle va être est-ce que ça va être une belle rencontre ou une catastrophe ? Et dans ce sens-là, en tout cas pour Goku, le côté absence de préjugés, il y en a plein. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de préconception de certaines choses, hein, parce que il y a beaucoup de moments très drôles de Dragon Ball qui reposent là-dessus, sur le fait que Goku, il pense que les choses fonctionnent d'une certaine manière alors que pas du tout. Comme on peut tâter les entrejambes de personnes pour définir si ce sont des garçons ou des filles. C'est problématique, ça, à d'autres égards. J'en parle dans le bouquin, mais c'est un petit peu autre chose. Mais de manière générale, il va pas juger les personnes sur la base de l'apparence, de l'origine de tout ça. Le seul truc où il va un peu juger les gens, c'est t'es fort ou t'es pas fort, quoi. Ouais, et si t'es pas fort, bon, t'es un peu quantité négligeable pour Goku, mais c'est son prisme de perception c'est son prisme de perception et sa manière de jauger et de placer un petit peu ses priorités, hein. Parce que finalement, on a tout ça, on a avec notre bagage de vie, par qui on a été entouré, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a vécu, etc. On va avoir des grilles de lecture qui vont faire qu'un événement, on va le percevoir d'une certaine manière. Et on va l'interpréter d'une certaine manière. Et là, je dis des choses hyper simplement, mais en vrai, entre le conscient, le subconscient, machin, il y a des conflits internes et on s'en rend pas compte. Et du coup, je sais même plus où je voulais en venir. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a tous des perceptions différentes, voilà. Et le fait de savoir qu'on perçoit tous les choses de manière différente, on peut se dire laisse tomber, on se comprend pas. Ou on peut se dire tiens, on voit une situation de manière différente. Du coup, on peut échanger pour voir comment chacun la perçoit. Et peut-être que grâce à ça, on va trouver des solutions. Et du coup, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est la collaboration, en fait. Et que plus on est ouvert à cette diversité de points de vue, d'histoire, de gens, tout simplement, et plus on peut naviguer dans la vie de manière fluide, quoi, et voire agréable, parce que ça permet de se faire des amis, justement, et de trouver des solutions ensemble. En allant aussi dans ton sens, il y a aussi l'abnégation. Je pense que en disant j'y vais, j'ai pas peur, et puis vu que j'ai pas de préjugés, j'ai cette combativité à apprendre à aller voir sur le reste du monde, quoi. Oui, par rapport à soi-même, de dire est-ce que j'en suis. Il va pas se poser la question de savoir je suis capable, je suis pas capable, j'y vais. Ouais. Et ça fait d'ailleurs que ça généralement, que ce soit pour Goku ou pour d'autres, c'est là-dedans qu'on va retrouver le caractère rassembleur du personnage. C'est ça, du coup, qui fait en sorte que petit à petit, on arrive dans nos vies à faire en sorte que ça marche mieux. Il y a pas longtemps, j'étais à une conférence faite par Pauline Croquet du Monde, qu'on salue bien. Coucou Pauline. Coucou Pauline, si tu nous écoutes. Elle a fait un truc sur le manga et elle a invité Ringo et Morisako, et elle a demandé des valeurs, leurs valeurs qu'ils avaient dans le manga, qu'ils ont appris via le manga. Ringo, en fait, elle a parlé des méchants, comme quoi les méchants, en fait, ils avaient des valeurs, et elle a appris les valeurs des méchants. Je pense qu'on fera une émission sur les méchants. Et en quoi ça nous apprend quelque chose. Et Morisako, grand cuisinier étoilé, fan de manga,
lui a dit sur l'abnégation, sur le fait que il devait apprendre tout le temps, et être humble aussi par rapport à ce qu'il a appris, ce qu'il devait faire. Et dans le manga, c'est exactement ça. Si on prend Luffy, et si on prend Naruto, si on prend Ichigo, même les plus récents dans My Hero Academia. Je pense que c'est ça. Je fais rapidement un passage sur l'état d'esprit. C'est dans l'état d'esprit dans lequel on va être. C'est du coup se mettre en diapason avec ce qu'on veut être, ce qu'on voudrait être, et dire je vais avancer sur ce chemin-là, qu'importe les obstacles, et après de toute façon je vais apprendre dans tous les cas, quoi. Et du coup, puisque tu permets d'avancer sur l'état d'esprit, qu'on peut appeler mindset aussi. Moi, j'aime bien le mot mindset parce que ça, pour moi, ça implique une notion de, entre guillemets, programmation. En fait, on se met dans un certain état d'esprit volontairement. État d'esprit, pour moi, après c'est de la nuance, mais j'ai l'impression que c'est plus vaste, en fait. Si, ouais, c'est plus vaste. Parce que je me rappelle que des fois, j'avais du mal à clarifier un peu ces notions. Quand tu les entends en anglais, mindset, il y a des présupposés qui ne sont pas forcément les mêmes que dans le mot état d'esprit. Alors, si tu faisais la traduction littérale, paramétrage de l'esprit, moi, j'avais plutôt tendance à utiliser plus jeune le mot configuration. C'est ce qui, c'est configuration, il y a quelque chose où je peux agir sur la façon. Comment ? On dirait un PC. C'est ça. Donc, programmation, je n'ai, même si je dirais, mais voilà, t'es maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Oui, mais moi, c'était plus ce côté, quelle est la configuration là ? Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à utiliser le mot matrice, vraiment, comme Matrix, le truc matriciel qui est là. On en parlera une autre fois. D'accord. Fin de parenthèse. En plus, mindset, il y a plein de gens pour qui c'est connoté post-LinkedIn, tu vois, un petit peu pushy. Ok. Tu vois, entrepreneur. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, de toute façon, si tu as le mindset, tu vois, tout se fait en claquant des doigts. Tu auras tout de suite 5 millions si tu es dans le bon mindset. C'est vrai qu'il y a cette connotation-là aujourd'hui, mais mon Dieu. Bon, en tout cas, donc, si on parle un peu d'état d'esprit. D'état d'esprit. L'état de ton esprit. Dans quel état est-il ? Comment tu orientes ton esprit. En fait, pour reprendre aussi la notion d'objectif, ou que ce soit... dans les shonen, c'est souvent des objectifs à long terme, mais court terme, long terme, en fait, il y a aussi la persévérance et la combativité. À partir du moment où le personnage a un truc en tête, il lui arrive plein de merde, mais il garde toujours... c'est toujours possible pour lui d'atteindre son objectif. Et du coup, ça, je trouve ça hyper inspirant, en fait. Je trouve ça beau. Moi, ça me plaît, en fait, comme Nicolas, tu l'as soulevé, ça, dans ton cas, dans les premières pages. Alors, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu pourrais revenir, justement, sur ça ? Sur le côté fixation, le mindset et fixation de alors en fait c'est comment toi tu l'identifies chez les Goku et qu'est-ce qui t'a amené à identifier ça, ces trucs là qui m'avaient un petit peu interpellé entre autres. Bizarrement c'est un truc qui je pense te marque beaucoup déjà quand tu découvres Dragon Ball jeune. J'ai l'impression aussi qu'autour de moi, c'est une des caractéristiques principales que les gens retiennent chez Goku. C'est la force de la volonté, quoi, pour dire ça un petit peu simplement. Là, c'est vrai qu'après, moi, je sais pas, le prisme que j'ai pris pour voir ça dans une partie combativité. J'ai rangé ça dans combativité. Et qui, j'en blague un peu, mais pour dire Goku, c'est son travail. De toute façon, son travail, c'est de s'entraîner et d'aller faire la bagarre. C'est son activité, l'équivalent, ce qu'il a de plus proche d'une activité professionnelle. Où il travaille ses compétences, où il cherche à s'améliorer, où il cherche à... voilà. Moi, je l'ai beaucoup traité dans le sens, Goku se met en condition pour ça. Et dans ce sens-là, on peut effectivement parler de mindset, de programmation, d'orientation de l'état d'esprit. Mais elle se fait pas en claquant des doigts. Moi, la nuance que j'apporte par rapport à ça, c'est le shonen manga est très très fort pour ça. Dire tu vas avoir des résultats incroyables puisque tu es spectateur ou spectatrice d'histoires incroyables.
de pouvoirs surnaturels, de prodiges que tes protagonistes vont arriver à faire. Mais parfois, tu en viens à oublier, que tu es dans une fiction, et donc que les choses ne se passent pas forcément comme tu les as prévues au niveau d'un entraînement, au niveau d'une progression, au niveau de tout ça. Et deuxièmement, parfois, toutes les parties entraînement, difficultés, obstacles vont être passées sous ellipse, entre guillemets. Hein. Exactement. Ouais. Et donc là-dedans, c'est hyper inspirant. Il faut arriver à garder cet aspect-là des choses, mais il faut pas être dans une illusion. Faut pas être dans une croyance. Je sais pas si j'utiliserais, je pense que le mot croyance est utilisé à bon escient dans ce cas-là, que ce truc-là est un absolu, que tu peux tout réussir juste par la force de ta volonté. Il y a des conditions pour ça, et Goku fait ça très bien. Hein. C'est-à-dire que l'exemple le plus frappant, c'est la salle de l'esprit et du temps. Ah, super. C'est-à-dire que ça arrive dans Dragon Ball, c'est le truc. Ok, j'ai tout le temps que je veux, j'ai toute la bouffe que je veux, j'ai les conditions idéales, je ne détruis rien, je suis à 2 personnes, paf, je m'entraîne. Et il n'y a rien d'autre. Et du coup, je le dis, je me demande si c'est pas un fantasme de Toriyama de se dire, ah tiens, si j'avais ça, je pourrais rendre mes planches, mais en même temps, je pourrais glander en même temps dans les terres. Ça doit être le fantasme de pas mal de monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça marque tout le monde, le concept est trop bien, tu vois. Mais je pense que voilà, il y a de ça. La salle de l'esprit et du temps, c'est j'ai toutes les conditions nécessaires pour. Alors évidemment, paf, c'est magique hein, dans Dragon Ball, puisque tu as cette chance-là. Mais même quand c'est pas le cas, bah voilà. Comment tu fais? Ouais, Goku se met en condition. C'est du travail. Ouais, c'est du travail. Et j'allais rajouter, c'est moi principalement une des choses sur lesquelles j'allais revenir dans ton bouquin, parce que quand je l'ai eu, il dit, ah tiens, c'est marrant parce que j'ai quelque chose du coup à apporter par rapport à ça. Alors, il y a des apports dans Dragon Ball qui sont pour le peu que je l'ai beaucoup étudié. Bon, il y a des apports qui sont spirituels clairs parce qu'il y a le voyage, le parcours bon, on a déjà la base du roi singe, mais derrière il y a aussi je l'avais fait dans une vidéo de French Anime Fan, je pourrais te l'envoyer éventuellement, où j'explique quand Goku arrive étant petit pour son prochain combat, enfin après avoir tué Satan Petit Cœur, le père, il arrive donc au palais du Tout-Puissant, et puis il voit le Tout-Puissant, il voit que c'est Piccolo, il en fait son avec, et puis il y a Monsieur Momo. Et Monsieur Momo, en fait, quand moi, pour développer simplement un peu mes connaissances dans le domaine spirituel issu de l'Asie, parce que ça m'intéressait, je reconnaissais les habits. Je dis, tiens, c'est bizarre, on dirait que Monsieur Momo, il y a quelque chose d'assez particulier dans sa tenue. Il y a le turban sur la tête, et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait toujours les yeux écarquillés, puis il avait la peau noire. Alors, Toriyama jouait sur des codes liés au cartoon et de l'époque, on a un perso un peu avec des traits négroïdes, mais noir, mais c'est surtout la tenue. Je dis, bon, la peau foncée, c'est le bras droit du Tout-Puissant. Je dis, mais en fait, c'est Bodhidharma. Et ça, j'ai fini par le comprendre par rapport au voyage de Goku sur l'enseignement qu'il recevait. Alors, je vais arriver sur la salle du temps. Et la salle du temps, en fait... Attends, c'est qui Bodhidharma? Alors, Bodhidharma, pour resituer un petit peu dans l'histoire... Bodhidharma, c'est on va dire, ce que je vous dis, c'est pas de conneries. Bodhidharma est dans la filiation du bouddhisme, le dernier patriarche. C'est-à-dire que le bouddhisme se termine, avec une phase un peu fondamentale au Tibet, mais en fait, c'est Bodhidharma qui sait que le bouddhisme arrive à la fin de son cycle et qui dit, il faut que j'aille transmettre ce que je sais à l'en face. En face, c'est-à-dire, Bodhidharma sait qu'il est arrivé au bout et il rencontre le mur. Il y a je crois que c'est pas une secte, mais il y a une façon de méditer japonaise où on est devant un mur qui reproduit ce phénomène. Et qu'est-ce qui se passe pour Bodhidharma? C'est qu'il sait que là, il faut qu'il fasse le voyage vers l'Est. C'est le moment. Il le sait, lui, en tant que en fait, c'est le 28e patriarche. Petite parenthèse qui faisait pour moi le lien, même si l'Otomo l'assume pas de cette manière, mais avec le numéro 28 dans Akira. Fallait qu'il se sorte d'Akira. Il n'y a pas d'émission Casse Départ sans Akira. Bien sûr, vous saviez que ça allait sortir. Il l'a Et donc Bodhidharma arrive, et donc il doit trouver chez qui il va transmettre ça. Et en face, qui il a dans son voyage, il arrive chez les praticiens du taoïsme.
et les pratiquants du taoïsme, bon, en gros, il arrive quasiment à Shaolin. Et c'est ce qui va créer l'illusion pratiquement du pratiquant du taoïsme. Il sait qu'en face, il a des initiés qui vont comprendre son message, il le leur transmet, c'est ce qui va donner le Chan. Et le Chan va se transformer, va se développer, et c'est ce qui va faire dans le bouddhisme maximum atteint par les Japonais, qui va devenir le bouddhisme zen. Mais le personnage de Bodhidharma, quand on regarde sa posture, sa tenue, quand tu vois le perso de Monsieur Momo dans DB, c'est ça. Alors après, je leur explique bien, parce qu'il y a le fait que Bodhidharma avait toujours les yeux ouverts. Toujours les yeux ouverts, le turban, enfin voilà. Ah, c'est ça les statues aussi qu'on peut voir. Aussi, voilà, c'est un personnage clé. Et donc, par rapport à la salle du temps, là, pour revenir un peu sur des éléments de développement personnel, j'aurais tendance à vous dire, oui, c'est possible, mais comment ? Alors, est-ce que moi, toi et moi, on va aller se mettre, là, on est peut-être dans une salle du temps, on ne sait pas, je vais plus revenir sur la notion de distorsion temporelle par l'esprit. En fait, on connaît tous, et je vais vous dire quelque chose de commun, il y a des moments, tu as l'impression que putain, les choses se sont passées super vite, et d'autres fois, elles se sont passées super lentement. Si on prend un chrono, de façon, on va dire, le temps chronos, et pas kairos, ou kairos en grec, qui est le temps événementiel, il n'a pas la même valeur pour toi. Mais tout d'un coup, tu peux... moi, j'ai des moments où j'ai l'impression d'avoir passé 3 heures quelque part, ou en compagnie de gens, ou alors des fois, quand je m'emmerde, je regarde ma montre au bout de 2 minutes, et j'ai l'impression que ça fait 1 heure. Donc là, il y a cette notion de distorsion temporelle qui existe pour nous. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser pour s'entraîner ? Moi, j'ai appris un protocole dans le cadre de l'hypnose ericksonienne où tu peux, par la transe, et vous le connaissez tous très bien si tu es conducteur, ou vous avez des moments où vous êtes dans quelque chose et avec votre esprit, vous faites autre chose. Et tu peux t'entraîner, alors c'est des protocoles qui existent où tu vas distordre le temps, mais au niveau inconscient. Je ne sais pas si vous avez vu le film Inception. Il y a un peu de ça dedans, c'est un petit peu abordé à un moment où on te dit oui, plus tu vas dans la profondeur de tes rêves, plus le temps s'agrandit. C'est pareil pour notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit, il a la capacité à distordre le temps et qui fait que, un truc tout con, les micro-siestes, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, c'est le même concept pour moi de la notion de salle du temps. Et la salle du temps, pour moi, elle est dans ma tête, mon cerveau qui fait tout ça. Donc, si je le ramène à ça, c'est comme ça que moi, je fais un lien entre la salle du temps, c'est OK, je suis capable je vais rentrer en transe ou méditer, et à l'intérieur, je vais me donner une programmation, et ça se fait très bien. Moi, je l'ai appris en PNL ou en neurohypnose ericksonienne, et pour moi, on peut apprendre ça à n'importe qui. Tu commences avec une micro-sieste, tu te dis, 5 minutes, dans mon temps de sommeil, je veux que mon inconscient vive 5 minutes comme étant 20 minutes ou une demi-heure. Tu rentres, tu te mets en transe, et tu te vis tes 5 minutes comme ça. C'est ce qui fait que pour ceux qui me connaissent, des fois, je m'endors. Et je reviens, je suis en forme. Il y avait ces principes-là aussi dans certains livres que tu m'as offerts. Voilà. De Carlos Castaneda, tu as commencé à lire. Castaneda, et aussi sur les livres sur le chamanisme de la journaliste. Véronique Koninska ? Non, l'autre. Oups, je ne sais plus. Bref, il y a eu un film aussi sur le chamanisme et tout, et du coup, ça reprend aussi un peu ce que tu viens de dire sur, ils sont dans un état de transe. Il y en a certains, c'est par l'ayahuasca, mais aussi en mode normal, en étant juste, en arrêtant sa pensée, juste par la respiration. Et nous aussi, en théâtre, en impro, des fois, on utilise cette distorsion de temps pour avoir nos idées. Pour se mettre dans un état de relaxation tellement zen qu'on a toutes les idées qui arrivent et on peut se mettre. Exactement. Et du coup, on peut avoir 1 seconde pour nous, et ça peut être équivalent dans notre cerveau à 1 minute, et on a toutes les idées qui arrivent. Exactement. De pouvoir prévoir ce que tu veux. C'est ça la magie, en fait. Tu viens de révéler la magie de l'impro. La magie de l'impro. En fait, tu es dans un état de zen perpétuel, d'acceptation et de zen perpétuel. Et du coup, tu as une sorte de salle de temps de l'esprit où tu dis, OK, il y a ça. Il y a tout ça qui est arrivé comme d'infos. Et en 1 seconde, j'ai pu traiter le maximum d'informations que j'avais pour pouvoir ensuite engager quelque chose. Et donc, moi, je le vois, et je sais que ça peut se faire par répétition. Alors, je vais pousser le truc un peu plus loin, mais je ne vais pas perdre non plus les éditeurs. Mais là, on va plus parler de compétences, on va dire, c'est même de la... ça se passe au niveau des neurones. Faut savoir, quand on imagine quelque chose, et donc ça a été... c'est Phelps, je crois, qu'il avait découvert. Ça a été repris par... j'ai oublié son nom, mais bon. Phelps avait découvert que le groupe de neurones dans un esprit humain, enfin dans le cerveau tout simplement, c'est même pas l'esprit, mais dans le cerveau humain, le groupe de neurones qui va participer à l'imagination d'un geste, par exemple, un truc tout con, genre contracter mon muscle au maximum, le groupe de neurones qui est impliqué
dans cette image projetée et idéalement vécue, est exactement le même groupe de neurones qui va faire l'action. Ce qui fait que vous avez des gens qui sont capables, et dans un de ses bouquins, Bruce Lee le faisait, on le connaît beaucoup aussi dans les arts martiaux, où je vais m'entraîner juste en ce qu'on appelle visualisation. Le terme est un peu galvaudé, il m'agace un peu, mais bon, il est encore d'utilisation courante, donc je l'utilise. En fait, c'est possible, même si les gens disent ouais, voilà, qu'est-ce que tu racontes? Non, juste essayer. Alors, le résultat optimum, par contre, c'est pas que de le faire dans sa tête. C'est de le faire dans sa tête et de le vivre dans le corps. Le résultat optimum pour moi aujourd'hui, quand on s'entraîne de cette manière, c'est ok, j'ai la vision qui est claire, mais il faut que ça soit vécu dans le corps. Sinon, c'est que... c'est les principes des arts martiaux. Voilà. Plus tu sais ce que tu vas faire, tu as anticipé, entre guillemets, plus tu es en réaction, et du coup, là, tout ton corps est en réaction par rapport à ce qui se passe. Ouais. Donc en fait, tu t'es déjà préparé mentalement, et après, tu es juste en réaction. Ce qu'on revoit dans la plupart des entraînements qu'on peut voir dans les shonen. C'est plus la réaction, parce qu'en fait, ton esprit est déjà entraîné, quoi. Et c'est en ce sens-là, quand j'ai lu ton bouquin, je dis, ah ouais, le truc sur la salle du temps, je dis, ah, j'ai envie de parler de ça. Ouais. Voilà. Ah oui, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé, la salle du temps, quand j'ai vu ça. Alors, après, j'avais pas encore mes formations et tout, mais déjà, à l'époque, je dis, ouais, ça m'a l'air vrai, cette affaire. Bon, maintenant, c'est vrai, mais bon, parce que j'ai appris que, voilà. Mais c'est ça, t'as le bagage de toute cette connaissance par rapport à cette capacité qu'on a du cerveau humain. Après, bon, dans la limite des stocks disponibles, bien dans évidemment. la limite de tes capacités physiologiques. Bien évidemment. Tu vois, et du contexte dans lequel tu vis aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Ça joue aussi. Ça joue énormément. Et j'ai l'impression que dans DB, c'est un truc qui... Alors, je vais faire aussi un coming out de je suis pas du tout à jour sur Super et j'ai beaucoup de mal à m'enthousiasmer sur Dragon Ball Super. Moi, je me suis arrêté à l'arc Cell. Après, c'était plus ma cam. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est dans les histoires de... et je ne vais pas dire ultra instinct, mais réflexe transcendantal, par respect par Fédois qui fait la traduction de Débat Super, mais qu'ils sont vachement plus là-dedans, justement. Dans en fait, je m'entraîne plus... je fais plus des trucs à gravité x1000, machin et tout, ou à faire du renforcement musculaire. Ça se passe en méditation. Ouais. Ils sont dans ce truc-là de dire c'est mon esprit maintenant qui doit travailler. C'est plus. Vegeta, en fait, dans Dragon Ball Super, en fait, il ne fait que de la méditation. Goku, il fait, mais tu fais quoi là? Il fait non, mais en fait, j'ai compris que je vais mettre mon ego de côté et travailler mon ego, mais en fait, je vais analyser tous tes réflexes et tout, toujours par la tête, quoi. Et d'ailleurs, dans l'arc là de Broly, il y a un arc qui se passe en même temps là où il y a des super héros. Bon, ils ont repris le film, quoi, en même temps. Et en fait, il y a un combat Goku et Vegeta. Je spoil pas parce que ceux qui ont vu le film Broly, Vegeta il gagne contre Goku. Pourquoi il gagne? Parce qu'il a médité. Donc, conclusion, méditons. Et en fait, il lui dit, il fait ouais, en fait, j'avais déjà vu le combat, et donc en fait, j'étais juste en réflexe. J'ai gagné pour ça. Tu fais grosse leçon pour Goku, quoi. Totalement à l'encontre de tout Dragon Ball. Bah ouais, totalement. Non, mais c'est pour ça que... Mais en fait, c'est intéressant parce que sur Dragon Ball Super, Toyotaro et Toriyama sont allés un step plus loin parce que oui, tu te bats, oui, bon, voilà, mais ils ont compris que il y avait plus que se battre, il y a aussi accepter sa situation. Donc c'est pour ça que Goku, il est en ultra... pas en ultra instinct, réflexe transcendantal, je crois, c'est ça. Et je sais pas comment elle va le traduire pour l'ultra ego de Vegeta. Mais oui, c'est accepter sa nature propre et utiliser sa nature propre pour dire en fait, j'ai un pouvoir que j'ai acquis. Je sais qui je suis et c'est ça mon pouvoir. Ok, c'est la connaissance de soi qui est la nouvelle. Ok, tu me donnes presque envie de m'y remettre. C'est intéressant. C'est super intéressant. C'est la clé. C'est une Oui, parce que finalement, pour un petit peu arriver vers la conclusion, puisque ça va faire bientôt 1h30 qu'on discute. On avait dit 1h20. Ouais, on s'était dit 1h, allez, 1h20. Mais bon, on se passionne, c'est comme ça. Mais du coup, on parlait de l'importance des valeurs, de l'entourage, finalement de l'importance de la communication aussi avec les uns et les autres, le fait d'être ouvert d'esprit
par rapport à notre entourage, par rapport à leur perception. On a parlé plein de choses finalement. Et du coup, par rapport à la question, est-il possible de vivre comme un héros de shonen manga? Bon, alors, à 100%, non, parce qu'on n'est pas dans un Parce monde qu'il y a la police. Nous vivons dans un monde où il y a des autorités, des lois. Oui, puis on n'est pas du tout dans le même contexte que les histoires dans lesquelles se passent les shonen manga. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement et en quoi on peut s'inspirer du coup quand même des Alors, désolé, tu voulais terminer, mais il y a dans Akane Banashi, Ouais. c'est l'histoire d'une fille qui fait faire du rakugo. Du coup, Ah on oui, est bah là, pile poil pour dans la vie normale. La vie normale, quoi. Et du coup, c'est une. Mais c'est au Japon. Et c'est au Japon. Mais c'est une héroïne qui qui va faire des concours de rakugo, etc., qui apprend à faire qui se prend des claques, etc. Et bah, Est-ce qu'elle a des super pouvoirs? elle n'a pas de super pouvoir. En fait, si son super pouvoir, entre guillemets, c'est qu'elle elle a écouté toutes les histoires de son père, donc elle a une capacité d'adaptation assez rapide par rapport aux histoires, mais elle ne sait pas forcément les raconter. Elle a D'accord. juste le prisme de son papa et le fantôme, il existe, son papa, mais le fantôme du succès de son papa qui lui reste. Du coup, comment arriver à enlever ce fantôme-là, d'avoir sa propre identité en tant que raconteuse d'histoire. Et en fait, je pense que cette histoire-là, c'est assez rare de la voir dans un truc de shonen, même s'il y avait d'autres histoires sur du rakugo et tout, mais là, vraiment, en mode shonen-like. Et est-ce qu'on peut agir et penser comme un héros de shonen? Eh ben, on a un peu la réponse dans ce manga-là, je trouve. Ouais, C'est puis possible d'appliquer. finalement, je pense que Kola a déjà donné quasiment la réponse, hein, puisque je sais plus ce que tu as dit et je me suis dit, c'est ça. Attends, c'est la première J'ai dit un truc ultra pertinent. Mais si, t'as dit un truc pertinent à la Allez, fin. on va Qu'est-ce que faire t'as un dit? truc Ouais, sur le rec. ouais. Non mais Euh, alors, je meublais un truc pendant que Pendant que éventuellement je tu retrouves réfléchis. ça, mais ou alors ça va te faire Ah, dévier voilà. et puis jamais on va s'en sortir. Est-ce que c'est cette phrase-là? Super Saiyan ou non, Goku nous donne les clés afin d'atteindre notre plein potentiel. Le chemin à tracer reste le vôtre. Il ne fait que commencer. Oui, c'est un peu ça. C'est la connaissance de soi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de connaissance de soi. En fait, c'est ça. Finalement, plus on apprend à se connaître, parce que alors, petite déviation, moi, à mon âge de plus de 40 ans, je continue à apprendre à me connaître, parce qu'on change aussi, on évolue. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. Mais plus on apprend à se connaître, à prendre soin de soi et aussi à accepter que les autres soient également sur leur chemin, plus on apprend encore plus et plus on s'ouvre nos perspectives et notre perception du monde, je trouve. Et du coup, en réalité, est-ce que c'est pas ça, vivre comme un héros de shonen, tu vois, s'enlever les préjugés, apprendre à s'enlever de nos préjugés, accepter d'avoir nos forces, nos faiblesses, avoir des objectifs, accepter aussi, on n'en a pas parlé, mais les périodes où on n'a pas d'objectif, où on est un peu dans le flou, parce que ça fait partie du game, ça fait partie du chemin. Et voilà, et réussir à profiter de la vie, kiffer la vie, quelles que soient les circonstances, et voilà, et avancer, quoi. Sourire à la vie, comme Luffy. Ouais, non, mais c'est effectivement, je suis d'accord avec tout ça. Et après, tu ranges un petit peu dedans tous les concepts de valeur et de tout ça qui peuvent t'aider à y arriver, parce qu'on a beaucoup parlé d'amitié, mais bon, l'amitié en soi, c'est assez vague, quoi, comme concept. On a Donc fait une émission sur c'est quoi l'amitié ou un truc comme ça, non? Ouais. Tiens, ça peut être, je sais pas, on peut aussi, dans un truc où t'es pas dans des univers fantastiques qui vont faire que c'est un peu loin, qu'il faut que tu fasses ton travail d'analyser ça pour revenir à un truc quotidien. T'as tout ce qui est shonen sportif, où du coup t'es dans des contextes réalistes. Ah carrément. Et où tu peux dire, ok, Slam Dunk, est-ce que est-ce que Rukawa et Sakuragi, tu vois, ils sont amis, ils sont pas amis, ils sont rivaux, tu vois, bon, ça tient à quoi? C'est un autre débat, il y a pas tout ça, mais ce que tu dis est quand même d'autant plus vrai quand tu parles du shonen sportif, parce que, alors, c'est peut-être pas médiatisé, mais en France, peut-être qu'on veut pas le reconnaître pour quelque raison que ce soit, mais c'est ouf le nombre de mangas qui ont
créer des vocations dans les différents domaines sportifs. Bien sûr. C'est assez ouf, quoi. Il y a des ouais, parce que j'ai lu ça et j'ai aimé, je me suis projeté. Enfin, ils vont pas utiliser le mot projeté dans le reportage, projeté dans le personnage, mais j'ai lu ce truc-là, j'ai kiffé et boum. J'ai lu, je le vis, je veux le faire. Clairement, et aujourd'hui, ça sort et c'est marrant que, du coup, chez les sportifs qui généralement sont assez jeunes, puisqu'ils sont au prime de leur capacité physique, donc, entre guillemets, c'est des gens à qui on va tendre le micro dans des médias généralistes le plus tôt, quand c'est pas des enfants ou quand c'est pas des par rapport à des gens qui, entre guillemets, pour faire leur carrière, on va attendre un petit peu plus qu'ils soient avancés en âge. Et c'est là où c'est marrant, c'est que je pense que ces gens-là qui se réclament du manga dans une forme, tu disais, Flavien, d'abnégation, de volonté, de résolution, ils sont comme nous tous autour de la table. C'est-à-dire que ces valeurs-là, on les a intégrées. Donc voilà, on vit déjà un peu tous, quelque part, comme des héros de shonen manga. Je pense que c'est une belle phrase de conclusion. Eh ben, merci encore à Kokekoko Karaoke de nous avoir accueillis pour cette émission. Qui se trouve à Paris, dans le quartier japonais, du côté de Pyramide, le métro. Rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne. 14. 41. 41. On fait un peu les trucs à l'envers. Ça fait 14, mais en fait, c'est 41. C'est 41 rue J'ai Sainte-Anne, à attention. l'envers. Comme le numéro 41. Il fallait que je le place. Bon, ben merci à tous. Merci, C'était encore une merci émission Flavien, fort merci passionnante. Cola. C'était On a, trop cool. Finalement, on a assez peu parlé du shonen sportif, sauf à la fin. Bah Mais ouais, bon. on bon, reviendra plus tard. c'est Ouais, pas grave. on en fera un truc spécial. Et Cola reviendra. Eh ben, Avec oui. grand plaisir. Ça roule. J'ai vu Slam Dunk il y a pas longtemps. Là, je suis... On fera pas que ça. C'est trop bien, ce mec. Bon, bah sur ce, merci pour votre écoute et à bientôt. à bientôt. Salut. Ciao, ciao.